les plus âgés votent pour des partis plutôt conservateurs. Et ils votent. Alors, pas tous, encore une fois, mais ils votent. Déjà, ils votent. Et ensuite, ils votent pour des partis qui ont tendance à un peu garder le monde tel qu'il est et qui préservent leurs intérêts économiques. Et là, encore une fois, c'est pas, je dis pas qu'ils le font consciemment, machin. C'est une réalité. Quand on observe la politique qui est menée par Emmanuel Macron, c'est pas une politique qui favorise les 18-29 ans. Et c'est vraiment une politique qui favorise les retraités les plus aisés, très clairement. Donc, ça, ce sont des faits. De l'autre côté, le vote des jeunes est globalement, quand ils votent, puisque la plupart d'entre eux ne votent pas, il faut rappeler que le premier parti des jeunes, je le dis, c'est l'abstention. C'est 60%. Donc, alors ça dépend des élections, mais ça, c'est quand même très très fort. De jeunes qui ne se retrouvent pas dans ce système, qui n'y croient pas, qui ne voient pas l'utilité d'aller voter. Ensuite, on a des jeunes qui votent à gauche, pour une gauche radicale. Ceux qui sont le premier parti des jeunes lors des dernières élections, c'était la France Insoumise, puis la NUPES. C'était assez frappant pendant les législatives. La NUPES a vraiment remporté le vote des jeunes. Et juste après, c'est l'extrême droite, qui là encore est un vote de rupture. Est un vote de on n'en veut plus de ce système. Et moi, le point commun que je trouve avec ces trois approches d'un scrutin, c'est de dire mais le système futur nous fait peur. Enfin, la situation future nous fait peur. Alors l'extrême droite va jouer sur une insécurité, mais l'idée est quand même la même, c'est que vous êtes menacé, vous êtes en danger, vous êtes et dans dans ce que met en avant aussi la gauche la plus radicale, la plus écolo, c'est aussi le réchauffement climatique, c'est les difficultés économiques, et donc ils vivent quand même dans cette idée que oula, faut changer la société pour les aider, alors que les plus âgés globalement votent et votent pour des partis qui vont plus avoir tendance à dire non mais soyons un peu plus autoritaires et puis globalement gardons le système tel qu'il est. Je caricature parce que faut bien regarder les statistiques et je les donne toutes dans le livre. C'est pas tous les jeunes, c'est pas tous les plus âgés, mais quand même. Et donc une fois qu'on a ces statistiques en main là, on peut pas dire aux jeunes allez voter, allez changer la société, parce que si même tous les jeunes demain allaient voter pour le même parti, ils ne pourraient pas numériquement contrebalancer le vote des plus âgés. Donc déjà, il faut bien avoir ça en tête. Ensuite, quand on regarde sur le plan économique, la majeure partie du patrimoine en France est détenue par des personnes qui ont plus de 50 ans. C'est la cour des choses, on va dire, et ce patrimoine se concentre de plus en plus. Et c'est là, je reprends les chiffres du Conseil d'analyse économique qui nous montrent que dans les années 70, 30% de ce qu'on possédait, on l'avait hérité, 35%, pardon, pas 30%, 35%. Aujourd'hui, on est à 60%. Donc en fait, plus le temps passe, plus ce qu'on possède, on l'hérite, et moins on peut gagner des choses par la seule force de son travail. Et qui possède des choses en France, ce sont les plus âgés. Plus ces richesses-là deviennent inaccessibles. En fait, plus on avance, plus ça devient inaccessible pour les plus jeunes. Donc globalement, ce qui se passe, là concrètement, c'est du mal logement. Là, c'est toute la précarité. Et c'est pas que les plus jeunes, c'est même les trentenaires qui après vont vouloir acheter en fait un appartement et ne peuvent pas, alors qu'ils pouvaient avec le même salaire il y a 30 ans. Donc c'est vraiment une jeunesse qui est globalement en train de s'appauvrir, à part les héritiers, qui sont donc mathématiquement en train de devenir de moins en moins nombreux, puisque la richesse se concentre. Et donc, les jeunes, globalement, n'ont pas le pouvoir économique. Et ensuite, on regarde le pouvoir de la parole publique, dans l'espace médiatique, et c'est pour ça que je proposais aussi une analyse des plateaux télé, de tous les endroits où il y a une influence. On voit très peu de jeunes. Quand on fait des reportages sur les jeunes, on va parler des jeunes, avec des gens qui vont les analyser. On va dire tout ce qui ne va pas. On va beaucoup souligner alors les jeunes qui vont faire des émeutes, les jeunes qui vont sortir en plein Covid faire des soirées, ces jeunes qui ne votent pas, ces jeunes, c'est souvent avec un angle très négatif. Et donc en fait, il y a peu d'espace où les jeunes ont le pouvoir, où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent prendre des décisions. Et puis alors on pourrait regarder dans les institutions politiques. Alors là, j'avoue que ça a changé. Parce que moi, au moment où j'écrivais le livre, Gabriel Attal n'était pas j'allais Premier ministre. La plupart des articles, c'était le Premier ministre et jeune. Après, de toute façon, c'est le jeune ministre des vieux. Il continue à mener une politique qui est clairement pas en faveur des jeunes. Encore une fois, cet extrait-là de Gabriel Attal à l'Assemblée nationale, j'ai eu du mal à m'en remettre, qui vraiment... Mais c'est un discours qui est teinté de... Je veux pas dire, comment dire, d'un ton très autoritaire, quoi. C'est fou de dire, tu casses, tu répares, de s'adresser aux jeunes de cette manière et de dire, les jeunes, il faut leur apprendre le respect. Mais vous imaginez, là, les jeunes qui ont regardé ça, alors qu'ils ont des difficultés majeures et ils ont un Premier ministre
qui lui dit, mais de toute façon, ce dont vous avez besoin, c'est qu'on vous apprenne le respect, qu'on va réarmer la jeunesse, on va imposer l'uniforme dans l'école, on va mettre en place un service national universel, on interdit l'abaya. Toutes ces mesures isolées, par exemple l'uniforme, se discute. Le service national universel, ça se discute. Mais en fait, on n'a que des mesures sur la jeunesse et l'éducation qui visent à mettre la jeunesse en ordre, avec une cohésion. Et ça, je suis désolée, c'est pas les jeunes qui l'ont demandé, hein, globalement. C'est quand même une volonté des plus âgés. Et c'est inadapté. C'est inadapté à leurs besoins. Et c'est assez difficile dans ces conditions de leur dire, alors, mobilisez-vous, prenez le pouvoir, engagez-vous. Déjà, ils peuvent pas, c'est compliqué, ils n'ont pas les outils qu'ont les plus âgés. Et ensuite, et c'est tout l'objet du livre, ils sont eux-mêmes dans une très grande détresse. On ne peut pas demander à des jeunes de se mobiliser de manière uniforme et de faire entendre leurs revendications et leurs droits quand on a un jeune sur 5 qui souffre de troubles dépressifs, quand on a un tel niveau, 38% des jeunes qui occupent des emplois précaires, quand on a un tel niveau de pauvreté, de mal logement, de crise alimentaire aussi chez les jeunes, quand on a autant de difficultés à se projeter dans l'avenir, d'anxiété. Enfin, je pourrais dérouler les mots MAUX pendant des heures, mais on peut pas en fait dire aux jeunes bougez-vous, allez-y. Et ensuite, je termine là. Quand des jeunes se bougent, parce qu'il y en a qui, malgré tout, dans toutes ces conditions, trouvent le moyen de se politiser, de se mobiliser. Un jeune sur 2 en France qui est dans une association. De plus en plus de jeunes n'ont jamais été autant engagés Les jeunes n'ont jamais été autant engagés dans des associations à but altruiste. Ils sont plus engagés que les retraités aujourd'hui, alors qu'ils n'ont pas autant de temps libre. Donc, il y a des jeunes qui se bougent, et je trouve ça assez même extraordinaire vu le contexte dans lequel on est. Et là, on vous demande de vous mobiliser, de vous engager, mais dans le cadre. Surtout pas dans la contradiction. Surtout pas faire de vagues.